Un simple rhume, une petite toux, de légers vomissements et un peu de fièvre. Ces signes n'attirent pas toujours l'attention nécessaire des parents. Et bien souvent, cette négligence conduit chaque année au décès de plus de 1 million d'enfants à travers le monde. Ils n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Ironie du sort, ces bébés auraient pu être sauvés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, pour ce numéro de votre magazine Santé et Bien-être, nous allons faire un zoom sur la santé des enfants, principalement les 5 premières années, menacées très souvent par les infections respiratoires aiguës et la méningite bactérienne. 3 médecins pour parler de ces infections qui paraissent banales, mais dévastatrices en général. Le premier médecin que je reçois est pédiatre, professeur agrégé et chef de service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Amorissani Folke Madeleine. Bonsoir, Madame Kadi Fadiga. Bon. Qu'est-ce que ça vous fait de diriger un service où vous ne recevez que des patients, je dirais, très spéciaux? Ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas vous dire où est-ce qu'ils ont mal. Est-ce que tout ça ne complique pas un peu le diagnostic? Oh, au contraire, hein, je dirais que c'est une grande joie de travailler sur les enfants, parce que les enfants, ce sont des êtres en plein épanouissement et il suffit de les regarder pour comprendre ce qu'ils ont. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'ils ne parlent pas, oui, mais tout se voit dans le regard. Il faut vraiment pouvoir les regarder pour comprendre ce qu'ils ont comme pathologie. Oui, ça, vous êtes médecin, mais par exemple, du côté des parents, ça doit être difficile de pouvoir tout interpréter, par exemple, les infections respiratoires aiguës et la méningite chez l'enfant. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a des signes qui, franchement, alarment. Et tout signe anormal qui apparaît chez un enfant doit conduire les parents à venir consulter le centre de santé. Qu'est-ce qu'on appelle un signe anormal dans le cas, par exemple, des infections respiratoires aiguës? Les infections respiratoires aiguës sont des infections qui sont fréquentes chez l'enfant. Et quand ces infections sont situées au-dessus, au niveau du larynx jusqu'au-dessus, c'est-à-dire la gorge, les oreilles, le nez, on parle d'infections respiratoires aiguës hautes. Et quand ils sont situés en dessous du larynx, c'est-à-dire touchant la trachée, les bronches et les poumons, on parlera d'infections respiratoires basses. Et ce qui est le plus meurtrier ici chez l'enfant, c'est la pneumonie. C'est une infection respiratoire du parenchyme pulmonaire qui est due le plus souvent au pneumocoque. Et l'enfant va se mettre à tousser, il sera enrhumé et il aura une respiration qui sera plus lente que d'habitude. Et donc, devant ces signes, les parents doivent venir consulter l'agent de santé et qui va mesurer la fréquence respiratoire de l'enfant. Est-ce que ces signes-là viennent en même temps ou c'est progressivement? D'abord, l'enfant aura de la fièvre, ensuite, il sera enrhumé et ça, ces gestes-là, la maman peut déjà, devant ces gestes, commencer à faire un lavage des fosses nasales. C'est-à-dire qu'elle va prendre, on va lui montrer avec du sérum physiologique comment laver les fosses nasales de son enfant pour éviter que ça se surinfecte. On voit déjà par exemple des mamans qui elles-mêmes avec la bouche qui aspirent tout ce qu'il y a dans les narines. C'est vraiment plus hygiénique d'utiliser du sérum physiologique pour laver et c'est vendu, c'est pas cher et ça permet de bien déboucher les narines. Maintenant, quand les sécrétions sont toujours présentes, l'enfant maintenant, ça peut se surinfecter et l'enfant aura du mal à respirer. Comme je le dis, la respiration va devenir de plus en plus rapide. Ça, c'est au bout de quelques heures ou de quelques jours? Au bout de quelques jours. Ça veut dire quelques jours? Quelques jours, au bout de quelques jours. Donc, devant ces signes, il faut qu'elle vienne consulter. Et là, l'agent de santé va prendre la fréquence respiratoire, c'est-à-dire qu'il va calculer les mouvements respiratoires de l'enfant et en fonction de l'âge, on a des mouvements respiratoires qui, s'ils sont dépassés, sont appelés donc respiration rapide. Et dans le cas de la méningite? Dans le cas de la méningite, c'est un enfant qui est vraiment caractéristique. On parle des méningites liées à pneumocoque chez l'enfant de moins de 5 ans. C'est un enfant qui peut arriver dans le coma ou bien c'est un enfant qui aura des cris inhabituels
la maman, quand elle prend l'enfant, il n'est pas calmé par le fait qu'elle le berce. C'est un enfant qui aura de la fièvre, c'est un enfant qui aura une fontanelle qui est bombée. Donc la fontanelle bombée est un signe de méningite purulente. Franchement, devant ces signes, il faut venir consulter. Comment on voit cette fontanelle quand, par exemple, il y a les cheveux? C'est pas évident. L'enfant qui a encore la fontanelle ouverte, c'est-à-dire l'enfant entre 1 mois et 18 mois, les mamans savent, hein, parce qu'elles sont tellement traumatisées par la fontanelle, donc elles savent que quand la fontanelle est bombée, il y a un bombement qui se forme au-dessus de la fontanelle antérieure. Et ce sont là des signes qui doivent amener à faire consulter. L'enfant aussi qui refuse de manger, hein, qui refuse de téter, donc il s'agit de signes de méningite. Mais il y a une cause, non, qui crée par exemple ces infections respiratoires et la méningite. La cause, il y a beaucoup de bactéries qui sont responsables, mais comme je le dis, la cause la plus fréquente maintenant, c'est le pneumocoque. Parce que on parle aussi de virus. Mais... Oui, il y a les causes virales, mais il y a également les causes bactériennes. Par exemple, dans le cas de la méningite, quand l'enfant va arriver dans un tel tableau, le premier geste à faire, c'est de faire une ponction lombaire. C'est une ponction avec une seringue, une aiguille, on va prélever du liquide céphalorachidien dans le dos. Et normalement, ce liquide, il est clair. Mais en cas de méningite, ce liquide va apparaître purulent, louche. Et donc, c'est une suspicion de méningite. Et la confirmation se fera par l'examen qu'on va faire de ces prélèvements de liquide céphalorachidien. Et ça va mettre en évidence le pneumocoque. Oui. En fait, le pneumocoque est devenu plus fréquent parce qu'on a pu introduire le vaccin contre l'hémophilus influenzae B. Donc, ça a diminué l'incidence des méningites à hémophilus influenzae B et on voit plus apparaître les méningites à pneumocoque comme la pneumonie. Donc, pour la cause, par exemple, vous parlez de bactéries. Bon, on s'est dit, bon, l'enfant, il a eu cette bactérie-là où? Donc, comment se fait la transmission vraiment chez l'enfant? D'accord. Dans le cadre, par exemple, de la pneumonie à pneumocoque, j'ai dit que l'enfant allait se mettre à respirer rapidement. Sa respiration allait être difficile. Quand on le voit, c'est un enfant qui respire vite et on voit qu'au niveau de la partie inférieure du thorax, ça se creuse. Un peu comme de l'asthme aussi. Comme si c'était de l'asthme. Mais cet enfant, comment il peut attraper l'infection à pneumocoque? C'est un sujet qui est malade, qui va se mettre à tousser, à éternuer. Donc les gouttelettes là, de son produit de sécrétion, l'enfant va les inhaler. Ou bien la personne peut ne pas être malade, mais il existe au niveau de sa gorge, au niveau de son nez, des pneumocoques qui ne sont pas pathogènes. Hein, on parle de porteurs sains et quand le porteur sain se met à éternuer ou à tousser à côté d'un enfant, l'enfant va inhaler donc, la bactérie et de tomber malade. C'est donc contagieux. C'est contagieux, mais il existe des facteurs favorisants parce que ce ne sont pas tous les enfants qui vont faire la maladie. Comme facteur favorisant, nous avons la promiscuité, hein, les familles nombreuses donc qui vivent entassées. Mais dans les crèches. Dans les crèches également. Il y a également le jeune âge de l'enfant, l'enfant qui naît prématuré ou bien qui naît avec un petit poids de naissance. L'enfant qui naît prématuré, c'est un enfant qui naît avant l'âge du terme. L'enfant qui naît plus petit que ne le voudrait son âge gestationnel. Il y a également des pathologies comme la rougeole, comme l'infection à VIH, hein, qui peuvent être des facteurs favorisants. Et il y a également la malnutrition, la mauvaise alimentation, l'enfant qui n'est pas nourri au lait maternel de façon exclusive ou qui a une mauvaise diversification alimentaire peut être fragilisé et dans ce cadre-là, l'infection va se développer chez lui. Oui, même ceux qui mangent, qui sont bien nourris, qui ont une bonne corpulence et tout, quand même, ils ne sont pas épargnés par ces maladies-là. C'est vrai qu'à certains moments, ils peuvent avoir certaines situations telles que, il ne faut pas oublier la pollution, donc l'âge le aussi tabagisme, l'âge également et le tabagisme. Fumer à côté d'un enfant peut créer un facteur favorisant l'apparition de cette maladie. Mais qu'est-ce qui fait dire à vous, médecins, que par exemple les 5 premières années là, de l'enfant sont primordiales? Vous savez, les enfants de moins de 5 ans sont très fragilisés par les maladies infectieuses et les maladies nutritionnelles. Et on voit que les IRA sont responsables chez nous en Côte d'Ivoire d'environ 15% de décès des enfants de moins de 5 ans. Donc c'est quand même énorme. Hein? Dans le monde, on sait qu'un enfant sur 5 de moins de 5 ans meurt de la pneumonie, alors que c'est une affection qui peut être évitable.
par la vaccination. C'est pour ça que les médecins trouvent que cette maladie-là est beaucoup plus meurtrière que le palu, la rougeole et même le sida réunis. C'est vrai, des statistiques ont été faites et ont montré que cette maladie-là tuait plus. Parce que ce que nous avons, ce sont les chiffres de pneumonie. Mais on a des nouveau-nés qui meurent également d'infections à pneumocoque qui ne sont pas comptabilisés. Donc, ça augmente l'incidence, le taux de décès lié au pneumocoque, à l'infection à pneumocoque. Ça se soigne tout de même? Ça se soigne, mais c'est vraiment ce qu'il faut dire, c'est évitable. Hein. C'est l'une des premières causes de maladie qui entraîne le décès chez les enfants de moins de 5 ans, mais qui peut être évité par la vaccination et puis par des mesures en agissant sur les facteurs de risque dont j'ai parlé. Quand la vaccination n'a pas été faite, est-ce qu'il y a l'hospitalisation et tout ça coûte cher vraiment? Ah oui, c'est une maladie qui se soigne, comme je l'ai dit. Ça se soigne avec les antibiotiques. Mais le problème avec le pneumocoque, c'est qu'au fil des années, le pneumocoque commence à développer des résistances vis-à-vis à la pénicilline, alors qu'avant, ça les soignait vraiment rapidement. Donc, c'est comme le sida, il y a une mutation. Voilà, il devient plus résistant. Donc, il faut trouver des antibiotiques beaucoup plus forts pour pouvoir soigner l'infection à pneumocoque. Donc, c'est un coût pour les parents et l'enfant peut être hospitalisé pendant plusieurs jours, voire même 2 à 3 semaines. Et dans le cas de la pneumonie et dans le cas de la méningite, même, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Et même si on commence le traitement antibiotique, l'enfant peut... L'antibiothérapie est une urgence, mais commencer le traitement, ça ne veut pas dire... Ça ne peut pas éliminer les complications qui peuvent survenir. Ou bien il peut même rechuter. Oui. Dans le cas de la pneumonie, cet enfant, on peut avoir du pus dans les poumons. On peut avoir de l'air dans les poumons, du pus et de l'air dans les poumons. Donc, des complications comme la méningite qui vont survenir alors qu'il avait une pneumonie, comme une septicémie qui vont rapidement emporter l'enfant. Donc, il est très important de prendre en charge rapidement par les antibiotiques. Le coût est énorme pour les parents. Et surtout, en cas de méningite également, c'est de l'antibiothérapie par voie intraveineuse qui se fait essentiellement en milieu hospitalier. Et à côté de l'antibiotique, il y a d'autres mesures qui augmentent vraiment les frais d'hospitalisation pour l'enfant. Et c'est vraiment dommage. Oui, c'est dommage. Vous qui vous occupez des enfants, est-ce que quand même vous remarquez des périodes clés où vous recevez les enfants qui ont ces problèmes-là? Oui, effectivement, il y a des périodes sèche, voilà, au cours de l'harmattan, au cours de la saison des pluies, on voit les taux élevés d'infection à pneumocoque avec des pneumonies. Donc, vous l'avez dit, on peut éviter ces infections juste par la vaccination. Juste par la vaccination. Et c'est vraiment dommage de voir qu'un enfant puisse mourir d'une infection alors qu'il existe un vaccin pour pouvoir prévenir cette infection. Il existe également des mesures pour prévenir les facteurs de risque. Mais le constat est là, sous nos tropiques, de nombreux parents hésitent encore à franchir ce pas, vacciner leurs enfants. Votre avis sur le sujet? Ça, c'est vraiment déplorable. Hein. C'est vraiment déplorable parce que quand on voit tout ce que l'État met en place, il y a un programme élargi de vaccination. Donc, il y a des vaccins qui sont gratuits. Pourquoi on choisit ces vaccins gratuits-là? Pourquoi on donne la possibilité d'effectuer gratuitement ces vaccins? Parce que en les faisant, on peut éviter des maladies. Ça permet d'éviter les maladies comme la rougeole, comme je vous ai dit, la méningite à hémophilus. Depuis l'introduction de l'active dans le PEV, la méningite a diminué. Donc, quand on voit qu'un enfant bien portant vient mourir au CHU pour méningite, c'est vraiment révoltant. Et qu'est-ce que vous dites aux parents dans ces cas-là? On les sensibilise. D'abord, quand l'enfant vient, on leur fait comprendre qu'il ne faut pas, qu'il fallait vacciner l'enfant. Et ce n'est pas parce que l'enfant a fait une méningite qu'il sera immunisé contre la méningite. Non. Donc, parce qu'il y a plusieurs germes et il peut même refaire une méningite due au pneumocoque alors qu'il avait été hospitalisé pour la méningite à pneumocoque. Donc, c'est très important de faire vacciner ces enfants. Donc, après la sensibilisation, est-ce que vous arrivez je ne sais pas, face à la tragédie qui survient là, de vous énerver? Mais en fait, il ne faut pas attendre que ces enfants-là viennent à l'hôpital, en hospitalisation pour sensibiliser les parents. Non, la sensibilisation se fait vraiment au quotidien. Et le pédiatre sait que la première des choses, c'est prendre le carnet de santé de l'enfant et puis voir si ces vaccins sont à jour, si ce n'est pas à jour, le sensibiliser pour que les parents aillent le faire vacciner. Ça, vraiment, c'est primordial. Et nous incitons vraiment le programme élargi de vaccination, tout le personnel de santé à faire vacciner, à sensibiliser les parents pour qu'ils se fassent vacciner. On peut mourir d'autres choses. Et les IRA
ça fait partie de ce qu'on appelle la pessimnée. Ce sont des maladies prises en charge, prises en charge intégrées des maladies de l'enfant, comme la malnutrition, la tuberculose, la rougeole, le sida. Donc, ce sont des maladies qui tuent nos enfants de moins de 5 ans. Il y a donc intérêt à vraiment sensibiliser non seulement le personnel, mais également les parents pour éviter ce genre de situation dramatique. Merci, professeur Folquet. Merci, à tout à l'heure. Fadika. Chers parents qui nous suivez, vous pouvez déjà appeler au 22 40 12 58 pour nous faire partager vos préoccupations. Et vers la fin de l'émission, les invités répondront à vos questions. En attendant de recevoir notre expert en vaccination de l'OMS, suivons ce film qui retrace l'histoire du vaccin et les moyens mis en œuvre pour en faire un produit de qualité. À 3 ans. Elle vit en Europe et va à l'école. Elle est déjà protégée contre plusieurs maladies infectieuses. Fanta a 3 jours. Elle vit en Afrique et passe sa première visite médicale. Grâce aux campagnes de vaccination organisées dans son pays, elle sera bientôt protégée. Clara a 8 ans. Elle vit en Amérique centrale. Elle est menacée par la dengue, une maladie contre laquelle un vaccin sera bientôt disponible. Dans 30 ans, quand Emma, Fanta et Clara seront adultes, leurs propres enfants seront protégés contre d'autres maladies, grâce au vaccin. Mais elles ne le savent pas encore. Mis à part l'accès à l'eau potable, aucun progrès, aucune innovation scientifique ou technique n'a eu autant d'impact pour lutter contre les maladies infectieuses. C'est vrai, chaque jour les vaccins protègent la vie. Aujourd'hui, on dispose de vaccins qui protègent contre 26 maladies différentes. Grâce à eux, tous les ans dans le monde, 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants échappent à la mort. La vaccination consiste à injecter dans l'organisme une bactérie ou un virus, ou l'une des substances qu'ils produisent, suffisamment affaiblie pour ne pas déclencher la maladie, mais en conservant son pouvoir antigénique, c'est-à-dire sa capacité à provoquer la réaction du système immunitaire. La production d'un vaccin exige des précautions draconiennes à chaque instant. Elle se déroule sous atmosphère contrôlée et dans des conditions d'asepsie absolue. Rien n'entre ni ne sort des zones de production qui ne soient rigoureusement contrôlées. L'eau, les fluides et même l'air ambiant, dont la stérilité fait l'objet d'une surveillance permanente. La fabrication d'un vaccin, les contrôles sont permanents. Ils ont lieu tout au long de la chaîne de production pour s'assurer de la qualité irréprochable des matières premières, des équipements, mais aussi des procédés de fabrication et, bien sûr, des produits finis. Au total, toutes ces phases de contrôle prennent un temps considérable. Plus de 70% du temps nécessaire à l'élaboration d'un vaccin est exclusivement consacré à ces vérifications. Des tests de pureté, d'efficacité, de sécurité microbiologique et d'innocuité sont systématiquement réalisés sur chaque lot de vaccins fabriqués. Le verdict est impitoyable. Si un lot ne répond pas aux critères de qualité, il ne sera pas distribué. Pour certains vaccins, plus de 50 tests différents peuvent être réalisés à toutes les étapes de la fabrication. En fin de production, des échantillons de chaque lot de vaccins sont systématiquement transmis aux autorités de santé. Là, ils subissent à nouveau toute une série de tests. C'est après, et après seulement, que la distribution peut commencer. En tenant compte de toutes les étapes de contrôle, il faut de 6 à 22 mois pour produire un vaccin. Notre deuxième invité est expert en vaccination à l'OMS Côte d'Ivoire, l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir, docteur Zoué Kofi. Bonsoir, madame. À travers ce film, on comprend que fabriquer un vaccin demande beaucoup de précautions. Qu'est-ce qui rend le vaccin si précieux? Bien, merci. Vous savez, le vaccin, comme cela a été indiqué dans le film, c'est un produit biologique qu'on doit administrer dans l'organisme de l'individu pour le protéger. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions. C'est pourquoi il y a la terminologie de sécurité de la vaccination qui regroupe tout, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à l'administration du vaccin et même la suite de l'administration du vaccin, parce qu'il y a des vaccins qui sont injectables, qui vont donc générer des produits piquants, dangereux pour la communauté. Cela, il faut les détruire avec sécurité. Donc, tout ce qui concerne la vaccination, ça rime avec sécurité.
C'est pour cela. Dans le film, on a entendu qu'après les tests et tout, bon, il faut valider et qu'on donne aux différents experts de la santé. Est-ce que l'OMS est concerné? Oui, l'OMS préqualifie les vaccins avant de pouvoir les administrer au grand public. L'OMS participe donc aux différentes étapes de cette clinique. Donc la vaccination est importante. Mais que se passerait-il dans le monde, même si on cessait de vacciner? Bien, je ne suis pas sûr que nous allons arrêter de vacciner maintenant parce que peut-être qu'il faut qu'on partage un peu quelques informations par rapport à la vaccination. Vous savez que cela n'est plus à démontrer, l'efficacité, l'efficience du vaccin en termes d'armes pour lutter contre les maladies. Parce que déjà, c'est le vaccin qui a permis d'éradiquer la variole, que moi, je n'ai pas eu la chance de connaître. Oui. Parce que là, c'était depuis longtemps, depuis 1977. Et la même vaccination a donné d'autres résultats importants dans le cadre, par exemple, de la lutte contre la poliomyélite. Je crois que ça, c'est un résultat qu'il faut saluer parce que depuis le démarrage de cette lutte, nous sommes à une réduction de 99%. Et les mêmes résultats sont obtenus aussi par rapport à la rougeole. Le professeur Forquet, qui est pédiatre, nous dira certainement si les étudiants ont encore la chance de voir les cas de rougeole. La vaccination a fait de bonnes choses. Dans le temps, les familles n'étaient pas, ça c'est l'adage en Afrique, les familles n'étaient pas autorisées à compter le nombre d'enfants avant le passage de la rougeole. Parce que la rougeole devait passer nécessairement et les enfants allaient en mourir. C'est la même chose. Donc ça veut dire que tant que ton enfant n'a pas eu la variole, on se dit c'est même pas évident qu'il puisse aller à l'école et tout. Tout à fait, tout à fait. Il y a une autre histoire, je sais que vous savez, en Afrique, très souvent les baptêmes d'enfants, c'est au bout de du 7e jour. Simplement parce que dans cette période sévit le tétanos néonatal. Oui. Et maintenant, je crois que dans les services de pédiatrie, ces cas sont aussi devenus rares. Ça, ce sont les effets de la vaccination. Oui, la vaccination a fait ses preuves. Donc, dans quelques jours, le programme élargi de vaccination PEV va introduire dans le calendrier vaccinal des enfants le vaccin anti-pneumocoque. Qu'est-ce qui va changer alors que, bon, on sait qu'il existe déjà le vaccin Pneumo 23? Bien, le PEV, par essence, cherche à protéger les enfants les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants de 0 à 11 mois. Et dans l'intervention, quand vous regardez dans la littérature, les cibles les plus touchées, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Et le plus grand risque se trouve chez les enfants jusqu'à 0, disons, jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Et donc, ce vaccin qui est produit vise cette tranche d'âge. Les autres vaccins qui existaient ne pouvaient pas être administrés à ces enfants. Vous voyez que la cible vulnérable est entre 0 et 24 ans. Et les vaccins qui existaient, notamment le... 24 mois. 24 mois, pardon. Le vaccin qui existait autrefois, le Pneumo 23, il fallait attendre au-delà de 24 mois pour l'administrer. Notre problème se trouve avant 24 mois. Le danger est toujours là. C'est ça. Et c'est pourquoi le PCV 13 qui est arrivé, le vaccin qui est arrivé, doit être salué parce que ce vaccin va aider à régler ce problème. Il va soigner environ combien de maladies? Oui, vous savez, cela a été déjà dit, il y a à peu près 90 sérotypes concernant le pneumocoque, mais les études indiquent qu'il y a à peu près 70% de cas qui sont gravissimes chez l'enfant, et ce vaccin qui est produit va couvrir au moins 13 sérotypes. 13 sérotypes les plus fréquemment retrouvés dans les pathologies infantiles. Qu'est-ce que vous entendez par stéréotype? Sérotype, on parle de sérotype en fonction des caractéristiques de la couverture, pour parler en termes imagés, la couverture de la bactérie. Chaque bactérie a sa couverture. Voilà, c'est en fonction de sa composante qu'on parle de sérotype. Bon, des experts trouvent que les succès de la vaccination contre la méningite sont très très limités puisque les vaccins ne sont adaptés qu'à certaines souches. Qu'en est-il vraiment du vaccin pneumocoque? Le vaccin pneumocoque, je pense que le vaccin pneumocoque va régler beaucoup de choses parce que je l'ai indiqué. Cela va contribuer à réduire 70% de cas Donc la méningite y est. Tout à fait, tout à fait. Et il faut se dire aussi que l'introduction de ce vaccin
entre dans le cadre global de la lutte de ce qu'on a appelé l'arrêt des décès liés aux pneumonies et aux diarrhées. Donc on peut dire que les parents pourront pousser un ouf de soulagement avec Véritablement. l'arrivée du pneumo 13. Véritablement. Bon, le pneumo 13, il fait partie de quelle catégorie de vaccins? On parle souvent de vaccins recombinants, conjugués, inactivés et atténués. Quelle est la différence? Expliquez-nous ça simplement. Sa spécificité, c'est que c'est un vaccin conjugué. Justement, c'est parce qu'il est conjugué qu'on peut l'administrer aux plus jeunes enfants. Il est conjugué parce qu'on a simplement utilisé, comme je l'ai dit, ce sont des sucres qui sont dans les capsules de la bactérie. Et ce sont des sucres qui ont été utilisés pour fabriquer le vaccin. C'est simplement ça. Dans ce vaccin, pour les autres vaccins, on trouve un virus ou bien une bactérie qui a été atténuée. Mais dans ce vaccin, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de